Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de Bonaventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. C'est la 29e fois que je m'adresse à vous pour vous parler de mon art, l'amancie. Et la 5e fois que je m'adresse à vous pour vous parler de la mantique psychanalytique. J'ai préparé, comme à l'habitude, un petit bout de texte que je vous lirai et que je commenterai le cas échéant. Allons-y. Il est probable que les 2 dernières vidéos concernant la mantique psychanalytique, plus particulièrement ses aspects intra- et interpersonnels, vous ont semblé plus familières que celles qui les ont précédées. Cela est dû au fait que notre culture occidentale est toujours à la recherche du ça freudien pour le maîtriser, le calmer chimiquement et à coup de bien-pensance. Cela est également dû au fait qu'on s'est beaucoup occupé dernièrement de communication, se disant que c'est peut-être bien là que nichait le diable dans la malcommunication. Le ça devait y avoir son refuge. Pour en arriver à la conclusion, un rien absurde mais pas fausse pour autant, qu'il importait peu ce qu'on communiquait que ce qui importait était le fait même de communiquer. On s'est mis du coup à dire et à montrer n'importe quoi, pourvu que cela fasse le buzz, le poids des mots, le choc des photos, et on en est toujours là. On est bombardé d'images et de mots dont on ne sait que faire, qu'on ne sait où ranger et qu'on laisse traîner comme autant d'ordures. Et oui. Les 2 mancies symboliques, l'ancien tarot de Marseille et le tantrisme de la Kundalini, ont pu vous paraître un rien ésotérique, absconce même, parce qu'on ne nous a pas appris à lire les symboles qui sont éparpillés tout autour de nous et à entendre le langage des oiseaux, cette langue commune à tous les êtres humains qui va sans dire et qui ne cesse de s'exprimer par le truchement de symboles qui sont comme des petits sachets enfermant du sens et qui permettent justement de ranger le déferlement continu d'informations auxquelles nous sommes actuellement soumis dans des cases adéquates où elles acquièrent une signification, ces informations. Je compte maintenant aborder l'aspect transpersonnel de la mantique psychanalytique, où on retrouvera cet aspect symbolique de l'existence. C'est un aspect de la psychanalyse qui reste largement discrédité, repoussé dans un coin à l'attention des doux rêveurs et des hypersensibles, qu'on ne peut quand même pas exclure dès lors qu'ils forment 10% de la communauté humaine. Je vous assure quant à moi, qui fait partie de ces 10%, que l'aspect symbolique a sa place assise aux côtés des aspects pratiques, rationnels et affectifs de nos existences. Allons-y voir. Binswanger est le père de l'analyse existentielle. Il s'agit d'un médecin psychiatre suisse qui a été l'élève de Jung et le correspondant et ami de Freud. Il a partagé leurs idées tout en gardant les siennes. Il aimait la philosophie, plus particulièrement 2 des grands philosophes d'expression allemande de son époque, à savoir Husserl, le phénoménologue. Tout phénomène est tel qu'il est, c'est ainsi, et Heidegger, auquel il emprunta le concept Dasein, l'être là dans le monde, ici et maintenant. Binswanger cherche à savoir pourquoi chacun de nous est venu au monde, dans ce monde, et ce qui l'y maintient. Il est interpellé par cet être en projet qu'est l'homme. Ce qui l'intéresse, c'est le projet de monde que nous avons chacun et qui détermine notre compréhension du monde. Il considère que chaque être possède à la fois un monde personnel, un quant à soi, un fort intérieur, qui est subjectif et qu'il appréhende un monde objectif également, le monde qu'il partage avec tous les autres.
En analyse existentielle, nous dit Binswanger, c'est le contenu du monde des patients qui doit nous captiver. Par contenu du monde, il entend la manière selon laquelle le patient découvre le monde, la manière selon laquelle il projette et éclot du monde, et la manière selon laquelle il est ou existe dans ce monde-là, mais également les façons selon lesquelles l'être présent du patient est par-delà le monde, c'est-à-dire les façons selon lesquelles il est ou n'est pas en demeure dans l'éternité et dans le séjour de l'amour. Si ce n'est pas beau, ça. On voit là que Binswanger, comme tous les autres praticiens de la mentique psychanalytique, tient compte des trois dimensions, intra, inter et transpersonnelle, avec comme une attirance vers ce troisième lieu, là où s'est installé un autre psychiatre dont je vais vous parler maintenant, un autre psychiatre, psychanalyste et écrivain prolixe d'ailleurs, Jung. Que dire de ce géant de la mentique psychanalytique là? Jung fut presque le dauphin de Freud. Il fut en tout cas le continuateur de son œuvre. Alors que Freud était le fils d'un commerçant et que comme psychanalyste et neurologue, il faisait ses petites affaires à Vienne au service d'individus soigneusement cloisonnés, Jung, fils de pasteur et psychiatre au travail dans un centre d'aliénés, psychanalyste par ailleurs, s'est mis à considérer la communauté des névrosés et s'est posé des questions quant à l'aspect collectif de l'inconscient. Et il en a conclu que si la conscience était une affaire individuelle, et encore, l'inconscient était définitivement une affaire collective. Nous y avions tous nos racines, et une génération après l'autre y ajoutait une couche. Freud n'a jamais été d'accord avec Jung sur ce point-là, et pourtant, tout ce qu'il a dit y mène tout droit. Jung se mit à la recherche de preuves écrites de ces allégations, ce qui l'obligea à les consulter d'anciens textes, de remonter parfois bien avant le XVIIe siècle, là où nous fut confisquée non seulement notre âme individuelle, mais du coup également l'âme collective. Il retira donc l'âme collective de l'oubli, remit les termes anima mundi, l'âme du monde, et unus mundus, le monde un, au goût du jour, et il redécouvrit l'alchimie qu'il se mit à considérer comme une ancienne discipline de vie, à la fois comme une praxis de la relation d'être ancienne. Et la guerre mondiale se préparant, puis éclatant et embrasant bientôt le monde entier, du haut de sa tour située en pays neutre, la Suisse, Jung put observer les ravages que pouvait faire à l'occasion cet inconscient collectif, et plus particulièrement certains archétypes qui y rôdaient et qui, lorsqu'ils voyaient l'occasion belle, se ruaient vers la surface et y sévissaient. Ainsi le dieu de la guerre Wotan existait bel et bien et prenait les traits de grands guerriers se battant à mort pour une cause et détruisant tous ceux qui n'y adhéraient pas, etc. Les horreurs de la guerre. Jung se mit dès lors à considérer ce que lui disaient ses clients à la lumière de ce qu'il devinait de cet inconscient-là. Il se mit à discerner l'être de lumière qu'était chacun de nous et son ombre, qui la suivait pas à pas et qui s'allongeait parfois lorsque la lumière se mettait à l'engraisser de tout ce qui ne lui convenait pas. Jung est l'homme des typologies aussi, de l'introverti, de l'extraverti en pensée, en sentiment, en intuition et en sensation. 8 types d'individus plus ou moins distincts qui se côtoient sans vraiment se comprendre. Bref, à l'instar de ses confrères et consoeurs, Jung a été actif dans les domaines intra, inter et transpersonnels, et plus particulièrement dans ce dernier. Jung n'a pas fait école, si ce n'est en fin de vie. Il eut pourtant pas mal d'adeptes, et son œuvre se poursuit aux États-Unis avec des praticiens tels que Jean Shinoda Bolen et James Hillman. Bolen, une psychiatre et psychanalyste jungienne,
considère la mythologie grecque à la lumière de l'inconscient collectif et de la conscience collective qu'elle y adjoint. Elle dit qu'un archétype peut apparaître dans la vie de tous les jours sous la forme d'un stéréotype social et culturel. Elle dit qu'il y a des hommes Zeus et des femmes Aphrodite, des hommes Dionysos et des femmes Perséphone, etc. Bourlement décrit bellement la manifestation, et si on se hasarde à penser aux personnes qui circulent autour de nous, on les voit penser et agir comme le faisaient et comme le font toujours ces anciens dieux. James Hillman, psychologue jungien, est du même avis. Il exhume le grand dieu de la nature Pan, qui n'est donc mort qu'en apparence. La pensée écologique s'en inspirerait, que cela ne nous étonnerait pas, quoiqu'il le considère sous toutes ses coutures, les belles comme les moins belles. Puis il remet sur le métier le mythe de Psyché aussi, dont il souhaite qu'il devienne le mythe fondateur du XXIe siècle, en lieu et place du sinistre mythe d'Œdipe qu'utilisa Freud pour illustrer le drame des familles de son époque. Hillman nous dit que la recherche amoureuse pourrait bien être l'enjeu principal du siècle à venir. All you really need is love. Je ne suis pas loin de penser la même chose, d'où mon intérêt pour le tantrisme, du moins en partie. Comment y arriver alors que tout s'y oppose? L'amour devenant une marchandise comme tout le reste, au mieux une énergie, la libido. Pauvre amour quand même. C'est sur cette note questionnante que je termine cette présentation bien trop brève, je le sais, de l'aspect transpersonnel de la mantique psychanalytique. À la prochaine.